Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour cette rentrée 2022, nous commençons un petit peu sur les chapeaux de roue avec une thématique qui n'est pas forcément que d'actualité, parce que c'est une thématique qui est assez transverse depuis plusieurs années, à savoir la thématique des soins de proximité, un sujet dont s'est emparé le HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, pour en parler plus précisément de ce qu'il y a dans ce rapport, les conclusions, les diagnostics, les préconisations, nous avons le plaisir d'accueillir le président par intérim du Haut Conseil, Pierre-Jean Lancry. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Beau. Merci beaucoup de nous consacrer un peu de votre temps, alors que le rapport a été remis il y a quelques jours à Agnès Firmin-Lebaudot, qui est donc ministre déléguée chargée de l'organisation des soins. Oui, mercredi dernier, précisément. Mercredi dernier, tout à fait, voilà. Alors après, c'est au moment de la temporalité, au moment de la mise en ligne du podcast, les gens nous écoutent. On n'est pas en direct, voilà. On cache un secret de Polychinelle. Voilà. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, question, il y a 4 ans, vous aviez fait un rapport qui avait été assez précurseur, qui avait notamment irrigué la stratégie Ma Santé 2022. On a le sentiment que sur ce rapport sur les soins de proximité, on est un petit peu dans la continuité, excusez-moi, 4 ans après. C'est un peu ça, un peu Ah ben, c'est pas un peu ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on avait, et on l'a fait, on avait l'intention de développer la réflexion. Les soins de proximité en font partie. Il y aura aussi sur la partie RH, donc ressources humaines, là aussi c'est un point qu'on avait dit qu'on continuerait d'exploiter. Donc oui, tout à fait, on est dans la continuité de 2018. Alors Oui. c'est intéressant le point que vous abordez, parce que dans les discussions qu'on a eues au sein du HCAM, certains acquis de 2018 ont dû être rappelés aux membres, parce qu'il y avait des positions qui avaient un peu évolué. Ah. Oui, et donc on disait, mais attendez, vous ne pouvez pas ne pas accepter ce point-là, alors qu'en 2018, c'était un thème qui avait été validé par tous, donc on le prend comme acquis, quoi. Oui, tout à fait. Juste pour revenir sur le cœur du rapport, c'est ça qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'il y a à peu près 4 parties, dans ce rapport, si je ne dis pas de bêtises. La première, c'est un bilan, en somme, de ce qui a pu être réalisé, ce qui a pu être monté, mis en place durant le précédent quinquennat concernant l'organisation des soins de proximité. Le deuxième partie, ce serait donc les solutions court-termistes. On se rappelle qu'au moment où, enfin, il y a encore 2 mois, il y avait les histoires de la mission Braun sur comment on allait s'occuper des prises en charge des soins non programmés durant la période estivale, compliquée, et même pour la rentrée. Et enfin, vous attardez aussi sur les questions, les solutions plutôt moyen-long-termistes, sachant que, évidemment, il y a des bouleversements dans l'organisation des soins qui sont attendus. Mais pour rentrer sur la première vif du sujet, vous parliez de 2018. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place quand même, mine de rien, lors du précédent quinquennat. Et quel a été un peu le bilan qui a été fait de le HCAM? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on n'a pas tout mis en place et la crise a vraiment totalement impacté et bouleversé la donne? C'est quoi un peu le bilan qui a pu être réalisé au sein des membres? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu effectivement le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, les CPTS, enfin, les dispositifs d'appui à la coordination. Donc, tout ça a été mis en place. Ce qu'on appelle les IPA, les infirmiers de pratique avancée, ça y est, ça existe. Maintenant, l'ampleur des réalisations, c'est louable, hein, c'est un phénomène, c'est tout à fait, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant pour qu'il y ait un effet de transformation qui soit perceptible, vraiment perceptible. En plus, comme vous l'avez dit, la crise a montré que, eh bien, on était devant une situation qui n'était pas tenable. Alors, je ne parle pas uniquement de la crise Covid, hein, pour lequel, au contraire, on a vu, c'était un bon point, c'est que on était capable de réagir en assouplissant le cadre de fonctionnement et en faisant fi des barrières administratives ou autres habituelles. Non, mais là, puisque vous parliez de constat dans ce premier échange, on a aujourd'hui environ 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant,
Et on a 600 000, donc 10% de personnes en ALD, en affection de longue durée, qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, il y a un véritable problème. Et les membres du Haut Conseil ont parlé de crise en disant qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation existante parce que la question de l'accès aux soins est encore centrale pour notre population. Mais quels constats vous dites c'est insuffisant, mais comme vous l'avez dit, beaucoup de choses ont été installées, mises en place par voie conventionnelle, par ANI parfois, excuse-moi, par ACI, donc accord cadre interprofessionnel, par l'assurance maladie, assistants médicaux, CPTS, téléconsultation. Beaucoup de choses ont été mises en place assez récemment, mais comme vous dites, on a l'impression comme que la mayonnaise ne prend pas complètement, ou pas, en tout cas, ce qui était escompté, ce qui était espéré, notamment par le président de la République en 2018, n'a pas su se matérialiser sur le terrain. Alors, quels sont pour vous les freins? C'est quoi? C'est une question, encore une fois, financière? On n'a pas mis assez d'argent? Vous me direz, on en met beaucoup, mais on n'a pas encore assez mis. Question organisationnelle? Ou tout simplement, peut-être aussi une question culturelle aussi, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais c'est une question culturelle par rapport, comme vous dites, au travail en collectivité, coordonné sur les territoires. Sans C'est un doute, mélange des trois, vous me oui, direz. sans doute un peu des trois. C'est clair, bon, si on prend, parce que vous parliez de ce qu'avait souhaité le président de la République, on est que partout, 1000 fleurs poussent. Hein, vous savez, là, c'est 1000 CPTS qui devaient 1000 fleurir. CPT, la fameuse, ouais, tout à Oui, fait. bon, on en a, on va dire 250. C'est un chiffre facile à l'heure où on parle, à peu près de 250 CPTS qui, en fonctionnement, qui couvrent 25% de la population. Donc, on espère, quand il y aura les 1000, d'avoir toute la population couverte. Mais quand ça marche, c'est très bien, on voit qu'il y a des vrais changements. Mais malheureusement ou heureusement, le changement, pour qu'il soit productif d'une amélioration, il faut qu'il soit bien accepté par tous les acteurs et ça prend du temps, ce n'est pas un claquement de doigts. Mhm. Parce que sinon, on peut créer des maisons de santé, de faire de l'architecture pour avoir sa maison de santé à tel endroit, mais si on n'a pas fait d'analyse sur le projet de santé, s'il n'y a rien, ça ne fonctionnera pas. Donc, que ça prenne du temps, ça ne me gêne pas. Il y a une vraie volonté de mouvement. Maintenant, ce qu'on a observé, c'est que il n'y avait pas encore la coordination et la structuration de ce qu'on voulait. On, on est face à plusieurs problèmes. Vous avez parlé d'organisation. Il y a un vrai problème, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt là-dessus. On va avoir encore pendant une dizaine d'années un manque de médecins. Il est criant chez les médecins. Ce n'est pas la même situation chez les infirmiers et d'autres professions de santé. Chez les médecins, il va y avoir ce manque. On peut pas dire que dans 10 ans après, la situation sera, enfin dans 10 ans, dans les années 2030, enfin mi-2030, il faudra sans doute avoir une autre approche sur l'offre de santé. Mais aujourd'hui, c'est le cas, il nous manque des médecins. Donc, l'impératif, surtout qu'on ne répond pas aux besoins de santé de la population aujourd'hui, l'impératif, c'est comment on fait pour faire gagner du temps médical. Et c'est vrai que ce qui est mis en place aujourd'hui n'est pas suffisant. Alors, est-ce que la collectivité doit mettre plus de moyens? Sûrement, mais pas n'importe comment, quoi. Il faut, d'où la réflexion qu'on a essayé de mener en disant, mais en plus, il y a des solutions de court terme dont on va parler, mais il ne faut pas que ces solutions, si elles sont mises en place, obèrent les possibilités de changement qu'il y aura par la suite. Et si on met des solutions de court terme qui sont contradictoires avec une évolution systémique souhaitée pour le long terme, ben c'est un coup pour rien. Bah, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Le Absolument. rapport propose un certain nombre de solutions court-termistes, entre guillemets. Ce n'est pas du tout péjoratif quand je le dis. Hein. Comme vous dites, il y a une urgence par rapport à la situation, par rapport aux besoins des patients, sachant que la crise sanitaire n'est pas complètement finie. Je pense que c'est vrai que c'est malheureusement beaucoup dans l'esprit des gens que la Covid est finie. On sait que c'est le possible retour de vague encore à l'automne prochain, sans compter le contexte économique que vous connaissez. Justement, quelles sont les solutions? Quels sont les leviers? On a déjà eu la mission Braun qui avait mis en place un certain nombre de mesures cet été.
le ministère a l'air de nous faire comprendre que ça s'est très bien passé, que ça a permis, entre guillemets, que le pire soit évité. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on doit travailler sur ce qui a été mis en place, c'est formidable, et l'étendre un peu plus, ou il faut aller encore un peu plus loin ou ailleurs? Alors, nous, on est dans l'analyse qu'on propose, on fait, et c'est un peu ce qu'on avait dit aussi au moment du rapport qui était sorti au printemps dernier sur l'Ondam. Mmh, On avait tout à fait. dit il faut inverser la logique. Pour l'Ondam, c'était on ne part pas de l'aspect financier, budgétaire pour aller aux besoins de santé, mais on fait le contraire. Ici, on dit la même chose. On dit il y a une tension claire sur les capacités d'offre actuelles, et il faut donc avoir des modalités de régulation de la demande. C'est très important comme point, c'est qu'on sait très bien que si on n'a pas un système régulé, eh bien, ceux qui s'en sortent, c'est toujours les mieux informés, les mieux lotis, ceux qui vivent à proximité d'établissements de soins de renom et tout. Donc, ça accroît les inégalités. Donc, on veut faire cette approche de la demande. Et le premier point qu'on met en avant, c'est de dire qu'il faut expliciter quels sont les services à rendre en proximité. N'oubliez pas, ce rapport, il parle des soins de proximité, donc il faut dire ce qu'on entend par besoin de services en proximité. Alors, c'est une analyse. Là aussi, on se pose beaucoup de questions, mais est-ce que c'est une définition sur des territoires? Est-ce que les problèmes de santé sont les mêmes d'un endroit à un autre? Bon, l'expérience que j'ai en tant que j'ai eu donc en tant qu'ancien directeur d'ARS montre que on peut avoir une approche territoriale sur la base de principes qui sont édictés nationalement. Et là, c'est la même chose, c'est qu'il faut développer une sorte de liste de portée nationale qui traduise bien le principe d'égal accès, et que ce ne soit pas une création pour définir les besoins de services, ce ne soit pas une création purement administrative. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes obligatoirement en co-construction avec les professionnels de santé, avec les usagers, avec aussi, et c'est là où la notion d'adaptation au territoire est importante, avec les acteurs locaux du secteur de la santé. Président, donc en fait, si je comprends bien, l'idée, c'est de définir en gros une politique de santé nationale, en disant qu'il y a un certain nombre d'items sur lesquels on attend des résultats, entre guillemets, universels sur tout l'ensemble du territoire, et qu'après, on puisse, sur un deuxième palier, se dire que pour certains territoires où les besoins sont beaucoup plus criants que sur d'autres, il est possible de mettre, entre guillemets, pas un cadre dérogatoire, mais une autre façon de procéder avec d'autres objectifs et d'autres moyens. C'est un peu ça l'idée? C'est ça, et c'est de dire que, comme fort justement, on a besoin de ce cadre. Mais on a besoin également, et même si ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, je rappelle ce qu'on avait dit au moment de l'approche de l'Ondam, on a besoin de préciser quelles sont les priorités qu'on veut. Si par exemple, c'est les représentants nationaux nous disent on veut mettre le paquet sur les soins de proximité. C'est aujourd'hui, il faut soins de proximité, il faut maintien à domicile, il faut fixer les priorités. Mais ça va définir la manière dont on doit organiser le système de santé, le système de soins, le système de prise en charge du médico-social, etc. Donc, ce qu'on dit, c'est ça, c'est que nationalement, on a besoin de ce cadrage. Et puis, après, on voit localement, nous, on a dit que le local, pour nous, le meilleur maillage, c'est le département. On considère que c'est le meilleur niveau pour construire des solutions territoriales. Et là, on a même évoqué ce qu'on appelle une table de concertation départementale où vous avez les principaux acteurs,
il y a un diagnostic territorial qui est fait, il y a les priorités nationales qui sont fixées, et puis on regarde quel plan d'action on fait, et avec tous les acteurs autour de la table, bien évidemment l'assurance maladie, Les ARS, les collectivités. l'ARS, les élus, etc. Ah oui, c'est clairement ça. Président, je me permets, il y a certaines voix qui s'élèvent un petit peu en disant: «Tout ça, c'est très bien, ça va dans le bon sens», mais on a l'impression que cette logique, prévaut dans notre système de santé depuis un certain nombre d'années et disent qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce raisonnement parce que malheureusement, ça ne produit pas les effets escomptés et donc préconisent de basculer sur un système un petit peu plus avec un peu plus d'obligations, si je puis m'exprimer. Certains parlent de conventionnement sélectif, d'autres d'obligation d'installation. Justement, est-ce que ces débats qui font écho, hein, chez les citoyens, on l'a encore vu lors de la dernière élection présidentielle, ont animé les débats du HCAM? Est-ce que ça a été balayé d'un revers de main ou on s'est dit: «C'est aussi une piste de solution»? Non, on n'a pas abordé. Donc, je reste dans le cadre du HCAM. Moi, Tout à j'ai fait, hein. mon, mon point de vue en tant que citoyen ou que vieux connaisseur de ces questions, parce que ça fait pas mal d'années que je réfléchis sur ces points-là. Mais non, ça n'a pas été, un point abordé sur le conventionnement sélectif ou autre. D'ailleurs, ce n'est pas une idée nouvelle, hein. Oui, Vous c'est pas savez que nouveau, non. c'était déjà à l'époque, je crois que c'est Dominique Coudreau, lorsqu'il était directeur de la CNAM TS, à l'époque, qui avait évoqué ces points-là. Non, avant, euh, avant d'en arriver, si tant est que des politiques sont prêts à mettre en place ce genre de mesures, il y a beaucoup de choses à faire mais qui n'ont pas, contrairement à ce que vous dites, on n'est pas allé au bout de la logique. Non, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment, on ne s'est pas vraiment donné les moyens en termes d'organisation pour améliorer le fonctionnement. Je vais vous prendre un exemple. Sur le temps médical, on voudrait donc améliorer et permettre aux médecins de dégager plus de temps. Alors, il y a plusieurs pistes possibles. Vous avez la piste des assistants médicaux, donc, qui existent encore, enfin qui existent déjà, mais aujourd'hui, on est à quelques centaines, voire milliers. Ça veut dire, il y a 120 000 médecins. Donc, le jour où il y aura un assistant par médecin, on pourra dire, ben voilà, le système, il fonctionne très bien. Mais il y a aussi le rôle des infirmiers et la coordination du travail entre l'infirmier et le médecin. Mais vous voyez que ça passe par un développement des missions. Alors, certains parlent il faut qu'il y ait des délégations de tâches et tout, mais on n'en est même pas là. On en est que si on veut dégager du temps médical, il faut avoir une nouvelle approche du mode de fonctionnement d'un médecin avec ses assistants et avec des infirmiers ou d'autres professions de santé. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais et nous, on l'appelle de nos voeux. Mais vous voyez que ça veut dire qu'il faut permettre aux médecins d'être dégagés Bien sûr. aussi bien du côté administratif que de lui permettre d'organiser d'un point de vue architectural cette relation avec Mmh. assistants et autres. Donc, il y a les problèmes des locaux. Tous ces points-là, évidemment, ça va, quand vous parliez de ce qu'on a mis suffisamment de moyens, ça va appeler des moyens supplémentaires, mais c'est très efficace en termes d'amélioration des services que peut rendre un médecin Tout à fait. et de la quantité sa file active pour être particulièrement développée. Vous voyez, si on a recours à ce genre de solution. Mais président, dans le rapport, vous dites très clairement que vous n'avez pas abordé les questions financières. Ça a été dit dans le préambule, hein, du Oui, parce rapport. que ce n'est pas l'objet du HCAM, Pas oui, c'est l'objet clair. c'est pas l'objet. Mais si je suis un oiseau de mauvais augure, ce qui m'arrive malheureusement parfois, vous Mm. n'êtes pas sans savoir le contexte économique actuel et à venir qui est pertinemment noir. Les comptes sont dans le rouge, on le sait.
On n'espère Un pas. noir ou rouge alors? On va dans noir ou rouge. Enfin, oui, vous choisissez la couleur, mais en tout cas, c'est pas vert. Voilà, on est d'accord là-dessus, on se rejoint. Est-ce que justement, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que les capacités économiques des pouvoirs publics à pouvoir financer pour aller au bout de ces dispositifs, pour qu'ils atteignent leur portée optimale, vont être très compliquées. On est à quelques semaines d'une ouverture d'une convention médicale. Malheureusement, il n'y a pas d'argent, quoi. Si on échange, que ce soit du côté de Bercy ou de l'assurance maladie, on le sait. Est-ce que justement, il va falloir trouver un truc magique, je ne sais pas, une nouvelle option, un nouvel angle? Est-ce qu'il va falloir faire des économies quelque part pour pouvoir les réaffecter justement à ces besoins-là? C'est un sujet qui a animé vos débats? Je, je ne sais pas. À la limite, attendez, comprenez bien, c'est pas je m'en fous, c'est pas ça. C'est pas, non, c'est clairement, c'est pas. C'est pas euh, l'objet. oui, on se posera la question du financement dès lors que on ne pourra pas financer un mode d'organisation qui est plus efficace. Là, on pourra se dire, bah oui, mais alors là, on n'arrive pas et comment ça se fait? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le mode de financement, il ne permet pas de garantir un accès aux soins. Il n'y a pas besoin nécessairement enfin, disons, en modifiant l'organisation et le fonctionnement actuel des cabinets médicaux, on peut arriver à améliorer la situation, qui réglera le problème d'accès aux soins et qui n'entraînera pas des coûts supplémentaires. Ça ne suffit pas D'accord. d'augmenter, je ne sais pas, dans la négociation conventionnelle, augmenter la valeur Tu du sais, C. ou ouais. C'est pas le souci. Mais quand on sait que aujourd'hui, ben, on dit qu'il faut que les praticiens soient déchargés de tâches administratives et de coordination, il faut que les outils numériques permettent réellement d'avoir des échanges, parce qu'on sait qu'ils font gagner du temps, y compris entre les soins ambulatoires et les établissements de santé. Donc, faisons-le. Et ensuite, on sera toujours à temps de dire c'est pas suffisant, on est bloqué à ce moment-là. Bien sûr. Mais ces gains en termes de production me paraissent indispensables à obtenir et pas nécessairement à coût très élevé. On a des exemples étrangers qui montrent que, et puis même en France, hein, des exemples sur le travail en coopération entre médecins et infirmiers, où alors aujourd'hui sont des petits exemples, c'est parfois des expérimentations article 51, Tout à fait, ouais. où c'est des exemples qui ont été faits par nécessité plus que par volonté initiale. Hein. C'est tout simplement, il n'y avait plus de médecin, il y a un médecin qui a vu trois de ses confrères partir à la retraite et qui s'est dit, moi, je ne peux pas rester parce que je ne vais pas m'en sortir, et qui a eu l'idée de travailler avec des infirmiers. Et aujourd'hui, elle a un fonctionnement qui lui permet d'avoir beaucoup plus, une patientèle beaucoup plus importante, de travailler moins et d'organiser la coopération avec les infirmiers pour le plus grand bénéfice des patients. Donc, ça Ouais. existe. Ces expériences Oui, c'est montrent que vrai. ça fonctionne. Donc, Notamment pendant la crise. Pendant la crise, il y a eu un certain nombre d'organisations spontanées qui ont émergé, qui ont réussi avec, excusez mon expression, elle n'est pas du tout péjorative, avec 3 bouts de ficelle, à réussir à faire des choses formidables, quoi. Ce sont ouais, bien qui ont porté des fruits, quoi. oui. J'ai une Alors, dernière question avant de vous lâcher, oui. Président. Vous avez vu la ministre, vous lui avez remis le rapport. Dans Oui. quelques jours va s'ouvrir la conférence des parties prenantes. Est-ce que ce rapport, la ministre vous a confirmé que ce rapport a de nature à irriguer les débats? Euh, c'est un peu flou cette histoire de conférence des parties prenantes. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que HCAM, vous allez prendre toute votre part là-dedans? Comment ça va s'organiser tout ça? La ministre avait l'air effectivement très intéressée par nos conclusions. D'ailleurs, dans le communiqué de presse qui a suivi la remise officielle du rapport, ça a été dit. Bien entendu, si le HCAM peut contribuer
d'une manière ou d'une autre dans l'organisation des discussions, on le fera avec grand plaisir. Il faut savoir que ce n'était pas gagné au début, mais ce rapport, et c'est la volonté explicite du HCAM et des travaux en général du HCAM, ce rapport est consensuel. C'est-à-dire que les solutions que nous proposons, alors c'était des compromis dans la discussion avec les uns et les autres, mais il y a un consensus de tous les acteurs qui siègent au HCAM, ça fait plus de 70 personnes, avec aussi bien les syndicats médicaux que les syndicats ouvriers, que les caisses, que les directions d'administration centrale et autres. Donc on pense, oui, que c'est une matière qui peut être utilisée et des solutions qui peuvent être discutées et irriguer les débats qui viendront en application de la Conférence nationale pour la refondation. Voilà. En tout cas, récemment, Thomas Fatome, directeur de la CNAM, a donné une interview au Figaro, on peut les citer, il n'y a pas de souci, où il reprend, on sent déjà une partie des thématiques en amont de la future négociation conventionnelle. Donc, on peut penser qu'il y a une base de départ qui a été construite par le HCAM. Merci beaucoup, en tout cas, Président. Je vous en prie. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais qu'il est précieux. On espère vous retrouver donc au Conseil de la refondation, conférence des parties prenantes, là où vous voudrez. J'invite en tout cas nos auditeurs à lire ce rapport. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, ils avaient fait un rapport qui a fait à peu près 90% le programme Ma Santé 2022. Donc, comme quoi, c'est toujours utile d'être un petit peu dans l'anticipation. Et on salue en tout cas le travail fourni par les membres du HCAM. Et on vous donne rendez-vous, si vous êtes bien d'accord, après coup, après ces conférences, ces négociations, et on verra ce qu'il en sera. Et en tout cas, on espère que ça fonctionnera, que ça portera ses fruits pour les patients. Merci beaucoup, Jean Lancry. Oui, à bientôt. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine sur un autre sujet. On abordera des questions notamment du mouvement mutualiste et le rapprochement entre la mutualité et la fonction publique avec la FNMF, avec Serge Brichet, président de la MFP. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du podcast Parlons-en d'espace social européen. À très bientôt. Au revoir.